Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, l'espace Qu'en pensez-vous? Je reçois pour vous Monsieur Hippolyte Mutombo. Il est honorable sénateur élu dans la province de la Lomami. Avec lui, nous allons d'abord parler de son élection, l'actualité politique et bien d'autres questions au pays ou bien en dehors du pays, pourquoi pas aussi dans sa fief électorale. Monsieur Hippolyte Mutombo, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, à merveille. De la province de la Lomami à Kinshasa, que justifie votre présence ici? On est... et ce que j'allais aussi dire, c'est que je commençais d'abord par être élu au premier degré, comme député provincial dans la circonscription électorale de Nganajika, et puis réélu comme élu des élus, cette fois-ci comme sénateur, dans la circonscription électorale de province Lomami, qui est en fait une circonscription électorale. Donc en fait, nous sommes parmi les 4 élus de la province de Lomami aujourd'hui. Nous avons été à l'ouverture de la session extraordinaire de la 3e législature. C'est ce qui explique notre présence à Kinshasa. Vous aviez été élu comme député provincial dans la circonscription électorale de Nganajika, vous venez de le dire, mais pourquoi vous aviez adopté de venir ici à Kinshasa et siéger au Sénat? Je voudrais dire que d'abord dans la législature passée, qui d'ailleurs c'est une législature double, dans le Sénat qui a commencé en 2006 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de sénateurs de la circonscription, en fait, la circonscription électorale de Nganajika, ou du territoire de Nganajika. Alors, ce qui explique que, quelque part, il y avait comme une sorte de vide, même si les desiderata de cette population étaient censés être pris en charge par les élus sénateurs de la province de Lomami, il faille absolument que cette correction arrive. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons été élus de la circonscription électorale de Nganajika. Ça vient corriger les vides qu'il y a eu à la législature passée. Et ça nous permet aussi de pouvoir apporter le carnet de charges que j'ai au plus petit détail, parce que j'ai eu la chance de parcourir tous les groupements, j'allais dire même toutes les localités du territoire de Nganajika pendant ma campagne électorale. J'ai un recueil de desiderata, j'allais dire un vademecum enrichi, inspiré de la base, et je pense pouvoir le défendre pour que mon territoire, et pas seulement lui, parce que là je reprends dans mon vademecum l'ensemble des desiderata des autres territoires, avec les députés provinciaux qui m'ont élu, qui ont voulu que je puisse représenter la province. Desiderata qui sont tous, il faut dire qu'ils se recoupent, hein. Et ce qu'on dit à Nganajika, c'est ce qu'on dit à Lubao, c'est ce qu'on dit à Kabinda, ce qu'on dit également à Lulu. Il y a beaucoup de rapprochements à quelques petites nuances près. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que nous allons faire parler la province de Lomami et nous n'allons pas retourner chez nous mains vides. Nous allons cueillir et sur le plan du grand partenaire, le principal, le propriétaire même, des régaliens en fait de l'État, nous allons faire en sorte que l'État puisse mettre le paquet qu'il faut, autant qu'ils mettent dans les autres provinces, qu'ils mettent dans la province de Lomami, pour que cette population qui nous a fait confiance puisse profiter pleinement. Nous allons aussi apporter notre lobbying vers les grands partenaires au développement, avec qui j'ai beau travailler pendant que j'ai été ministre d'abord. J'étais ministre provincial très longtemps, d'abord du Grand Kasaï, c'est-à-dire le Kasaï oriental, avec Sankourou, Kasaï oriental actuel et Lomami. Et puis après, j'ai été encore renouvelé ministre provincial dans le petit Kasaï oriental actuel. Et voilà que la même population nous fait confiance, nous propulse aujourd'hui comme sénateur, ce qui fait qu'en fait, fort de toutes ces réalités, des itinérances effectuées autrefois et des itinérances effectuées d'abord comme ministre, et puis ensuite des itinérances effectuées comme batteur de campagne, député provincial, et également des échanges
eu avec les électeurs qui sont les grands électeurs ici, les députés provinciaux, nous sommes censés avoir suffisamment d'informations pour faire un lobbying et améliorer les sociales, les conditions de vie de nos populations dans la province de la Lomami. Hippolyte Mutombo, la majorité de Congolais considèrent les 108 sénateurs élus comme les gens qui ont corrompu pour être élus. C'était le cas avec vous aussi? Mais vous savez, ce qu'il y a à dire, c'est qu'ici, il faut toujours qu'on fasse la part des choses entre les allégations et les arrêts de la justice. Et je dois dire qu'on donne raison au chef de l'État qui a renforcé le pouvoir judiciaire qui était déjà sur le terrain, qui était en train de mener ces enquêtes, parce qu'ils avaient écrit avant même que le chef de l'État ne puisse venir enfoncer le clou. Bon, on laisse la place et le temps à la justice de faire son travail. L'infraction de corruption reste individuelle, c'est dans le domaine du pénal. Ceux qui l'ont fait, évidemment, nous avons une justice avec de hauts magistrats formés qui vont travailler et établir des responsabilités. En ce qui nous concerne, d'abord, moi-même, j'étais élu député provincial. Moi-même, j'étais mon premier électeur. Vous aviez voté d'abord pour moi-même. Et deuxièmement, j'appartiens à un parti politique. C'est quoi encore le parti? C'est ACDD. ACDD, c'est mon parti politique, qui est un parti national, qui a, pour la province, la Lomami, décroché 3 députés provinciaux. Donc vous voyez déjà que je partais avec 3 députés provinciaux. Il y a ceux qui sont devenus sénateurs avec 3 députés. Donc déjà, à ce point de vue, si la liste est bien comprise, acceptée, et si les députés du parti sont convaincus, j'avais déjà 3 voix. Et je suis d'un regroupement, AAAC. Dans le cadre du regroupement, nous avons eu 4 élus provinciaux. Et donc, d'office, j'étais à mesure d'être élu, ne fût-ce qu'avec le consentement de mon regroupement. Et donc, je n'avais pas besoin de verser dans les antivaleurs. Je suis là sur un schéma préparé. Nous avons préparé les députés provinciaux et nous les avons soutenus pour qu'ils gagnent dans le cadre du parti. Bon, on les a préparés avec une stratégie d'action, de présence, de proximité avec notre population. Mon parti, quand vous allez dans la province de la Lomami, vous trouverez que vous avez des antennes qui sont installées. Et vous avez plusieurs antennes dans certaines localités. Ben, les antennes, on n'en a pas moins de 500. Et à chaque antenne, dites-vous bien qu'il y a une équipe dirigeante, de leadership, de 30 personnes. Un simple calcul, rien qu'avec les membres du parti. Quand je prends 30 multiplié par le nombre d'antennes que nous avons dans la province de la Lomami, nous n'avions pas besoin de corrompre, mais plutôt nous avons une politique assise sur les actions communautaires. Aujourd'hui, dans ma province, nous avons des actions de développement que nous avons amorcées, que nous allons continuer. C'est en l'occurrence donner du travail à cette population. Nous travaillons sur un fonds agricole, nous avons des tracteurs agricoles qui sont sur le terrain et nous allons continuer à travailler dans la même foulée. Nous travaillons dans les développements, dans les cas de la manutention, dans les parkings. Nous avons créé des emplois pour cette population, pour qu'enfin elle soit utilisée et comprenne que le développement c'est un fait du travail et non un fait de la corruption. Vous savez, notre population est aussi mûre aujourd'hui que je peux vous dire que ce n'est pas avec la corruption que l'on puisse gagner les élections dans ce pays, mais c'est plutôt avec la conviction. Quand la population est convaincue que vous pouvez changer, que vous pouvez donner du travail, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance, un problème de travail. Et donc, nous allons continuer à travailler sur cette lancée. Et je pense que nous sommes un parti gagnant et que nous serons un parti gagnant dans le futur. Mesdames, Messieurs, je rappelle que je reçois pour vous Monsieur Hippolyte Mutombo. Il est sénateur pour les comptes de la province de la Lomami. Vous suivez bien, il a dit que lui, son nom ne figure pas
sur la liste des sénateurs corrompus, ou bien les députés, ou bien parmi les sénateurs qui ont eu à corrompre pour les députés provinciaux. Mais honorable Hippolyte Mutombo, je reviens encore à vous. Plusieurs fois ministre, comment vous jugez votre bilan et qu'est-ce qui vous a poussé à abandonner la province et venir gérer ici à Kinshasa? Non, on n'abandonne pas la province. Vous savez, je commençais d'abord par être ministre dans les Grands Kassai, comme je vous l'ai dit. J'ai eu à faire plusieurs portefeuilles. Parce que vous savez, dans nos provinces, nous avons cet avantage ou ce désavantage en même temps de n'avoir que 10 ministères. Donc j'ai pu diriger les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Coopération interprovinciale, Communication et presse, Poste, téléphone et télécommunications. Ça c'est dans un premier temps. Mais j'ai aussi dirigé les ministères Budget, Plan, Santé, Action humanitaire et puis la lutte contre la corruption. Et fort de tout ce que j'ai fait dans l'exécutif, j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'étais parmi ceux qui ont élaboré le budget de la province longtemps. Et vous savez que les budgets, c'est le premier document de l'organe délibérant. L'Assemblée, c'est l'autorité budgétaire en province et même au niveau national. Et donc, j'ai compris avec cette philosophie du budget qu'il fallait que j'aille vers le législatif actuellement pour continuer à enrichir mon expérience et à servir cette population que j'ai servie à l'exécutif. Cette fois-ci que je puisse la servir dans le législatif. Honorable Hippolyte Mutombo, c'est pour la première fois que vous êtes au Sénat avec le mandat de vos élus. Comment vous aviez d'abord trouvé l'ambiance au sein de la Chambre haute du Parlement? D'abord, une sorte de retrouvaille avec beaucoup de personnalités, des grandes personnalités de ce pays. C'est la Chambre de sages, c'est la Chambre de prestige. Et vous avez vu que c'est vraiment un point de rencontre de têtes pensantes. Et ça a été une joie, après une sorte de suspense, de doute qui planait. Et finalement, le chef de l'État a pu lever la mesure d'installation du Sénat. Et il a veillé au délai pour que le Sénat soit convoqué dans le délai, ce qui a été fait. Et naturellement, on va laisser la justice faire son travail, dans sa souveraineté. S'il y a des cas établis, évidemment, les actes de corruption, ça reste du domaine du pénal, c'est individuel. Encore faut-il, là où il y aura des preuves, évidemment, ça pourra être établi par la justice. Mais en ce qui nous concerne, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, et puis une sorte d'interpellation par rapport aux responsabilités, aux devoirs vis-à-vis de ces électeurs qui nous ont fait confiance à tous les niveaux. J'ai été élu d'abord comme député provincial, et puis ensuite comme élu des élus, comme sénateur. Et c'est une marque de confiance qui interpelle, qui m'oblige à des résultats. Et à ce titre, je suis bien content qu'au niveau de mon parti et de mon regroupement, tout se soit bien passé. Parce que moi-même, j'étais mon électeur moi-même, dans la mesure où je vous ai dit que j'étais député provincial. Et évidemment, il y a eu 3 autres dans le regroupement. Et j'ai gagné les élections avec 4 voix. Chez moi, ça a été vraiment une discipline école, où le regroupement a été dans un schéma du travail qui avait été préparé. Nous ne sommes pas venus comme sénateurs génération spontanée, mais c'est dans une politique bien comprise. Nous nous sommes préparés dans le temps. Nous avons travaillé pour qu'il y ait des députés provinciaux. Et nous nous sommes dit, autant de députés provinciaux, nous pouvons générer des sénateurs. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un processus qui consacre pratiquement une école de discipline. Parce que dans mon regroupement, il y a eu 4 députés provinciaux et il y a eu un sénateur. Évidemment, et il faut toujours, au niveau du regroupement, qu'il y ait un dialogue pour que les candidats présentés par les regroupements soient convaincants. Et que les députés en âme et conscience, parce que les députés, il ne faut pas les utiliser comme
comme des téléviseurs à télécommander ou des caisses de résonance. Un député, il est libre d'opinion, il est protégé par la loi. Même s'il est de votre parti, s'il y a un candidat à présenter, vous devez l'associer au débat pour que finalement les candidats présentés le convainquent et qu'il aille voter en âme et conscience. Et je crois que ce dialogue est promu au niveau de notre regroupement, au niveau de la famille politique FCC. Et c'est d'ailleurs ça qui fait le secret du succès de FCC. Peuvent apporter un plus dans la vie des Congolais. Oui, il faut dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous targuer de vivre en vase clos. Aujourd'hui, le monde, c'est un village planétaire. Et la RDC, vous savez que nous avons une dizaine de voisins, des pays limitrophes. Si nous avons besoin de nous développer, nous devons travailler en connexion avec tous ces pays pour éviter d'être déstabilisés au plan sécuritaire et puis aussi pour créer un réseau économique qui soit viable. Et je pense que la politique au plan international, la vision du chef de l'État est bien à propos. Il y a seulement que il faudra que ça soit canalisé avec des objectifs bien compris et avec un lobbying bien compris pour que finalement tous ces déplacements du chef de l'État puissent profiter réellement à la nation. Nous devons travailler au plan interne, au plan externe, parce que vous savez, après l'élection, il faudra quand même dire au monde entier comment les élections sont passées au pays et que la crédibilité que nous avons comprise à l'interne sur nos élections soit comprise de la même manière, perçue de la même manière à l'étranger et par tous les pays. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons espérer traiter demain et au plan des relations avec les autres pays, capitaliser ces liens parce que nous avons à donner. Nous avons à donner et nous avons également à recevoir. Mais évidemment, il faudra qu'il y ait un travail parallèle et au plan interne et au plan externe. Et le chef de l'État, ce qu'il fait, c'est des bonnes guerres. Il doit garantir sa sécurité lui-même, la sécurité du pays, l'intégrité du pays, l'accompagnement de tout le monde. Et on ne peut jamais aller de l'avant avec des conflits avec des voisins et puis avec une politique interne qui n'est pas comprise par l'extérieur qui est censé nous aider parce que nous ne sommes pas en mesure de vivre dans une autarcie totale actuellement. Vous êtes sénateur du FCC. Apparemment, vous, les FCC, vous bloquez la machine, surtout en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour la nomination ou bien la désignation d'un informateur. Pourquoi vous refusez cette démarche constitutionnelle? Un informateur, oui, mais ça ne viendrait pas changer grand-chose. Vous savez, nous sommes ici. Ce qui importe actuellement, comme je vous l'ai dit en début d'émission, c'est qu'il faut que les institutions soient installées et que les institutions travaillent réellement pour résoudre les problèmes de la population. Est-ce un informateur, ça viendrait changer à la majorité, qui aujourd'hui, majorité parlementaire qui aujourd'hui est établie être FCC. Ça ne changerait pas grand-chose. Je crois qu'il faut que l'on puisse s'atteler à l'essentiel. L'essentiel pour vous, c'est nommer le formateur. Il faut nommer le formateur dans l'esprit de la Constitution, qui doit venir de la majorité parlementaire, qui est bien établie qu'elle est FCC. Ça ne fait l'objet d'aucun doute. On n'a pas besoin c'est un secret de polichinelle. Et donc aujourd'hui, faut-il encore nommer un informateur pour gaspiller du temps dans un processus qui arriverait à un résultat connu? Je ne pense pas. Ce serait, à mon avis, tirer en longueur l'action du gouvernement, retarder en fait les actions de développement qu'attend notre population. Aujourd'hui, je pense que tout le monde s'accorde à accepter que la majorité est FCC aujourd'hui et que les premiers ministres doivent venir de FCC. C'est ainsi qu'il faut aller vers l'objectif. Et évidemment, il y a notre autorité morale qui a déjà proposé des noms à son excellence président de la République, qui, à son niveau, est en train de tamiser, filtrer, c'est des bonnes guerres, pour qu'enfin il puisse arriver à cet oiseau rare, qui puisse être le chef du gouvernement, qui devra composer le gouvernement. Donc en définitive, aujourd'hui, il n'y a rien qui bloque. L'accord pour une coalition entre FCC
et cash est bien là. Et tout va sur un bon schéma et ça avance bien. Bientôt, il y aura un Premier ministre, il y aura un gouvernement, pendant que les tractations se poursuivent sur ce que pourra être le gouvernement. Il y a les installations des bureaux de l'Assemblée et du Sénat au niveau du Parlement, en même temps qu'au niveau des provinces, les assemblées provinciales sont déjà installées. Bientôt, il y aura les autorités provinciales, les chefs des exécutifs provinciaux. Et donc, nous pensons qu'en province, comme au niveau national, les deux niveaux vont se constituer des structures élues qui sont redevables vis-à-vis de la population. Et nous devons y aller le plus vite possible. Il ne faut pas que l'on soit dans une sorte de cycle cynique qui finalement désigne un informateur pour arriver à une évidence qui est déjà connue. L'élection de gouverneur de BIT, si pas, ça sera demain. Oui, jusqu'à lundi. Comment l'FCC se prépare pour remplir encore ce poste? Le FCC s'appuie d'abord sur ses députés. Vous savez, nous avons la discipline. La discipline, c'est quoi? Nous sommes alignés sur une politique qui n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons dit, bon, il faut commencer par la base. Vous savez que nous avons été de ceux qui avaient même voulu que les élections commencent par la base. Et aujourd'hui, on s'est dit, bon, s'il faut être dans l'architecture politique, il faut avoir des députés, tant au niveau des assemblées provinciales qu'au niveau de l'Assemblée nationale et évidemment aussi des sénateurs. Bon, nous comptons sur nos propres députés et nous allons aller dans une politique de dissuasion. Nous devons convaincre nos députés. Et je crois aussi les faits, il faut qu'on comprenne qu'il ne suffit pas d'appartenir à un parti politique pour voter pour les candidats qui représentent le parti politique. Il faut qu'il y ait un dialogue au niveau du parti politique, au niveau de la formation politique. Il faut qu'il y ait un dialogue, celui que l'on présente comme candidat soit accepté par les grands électeurs, qui sont des intellectuels. On ne va pas aller leur imposer un ticket qui, visiblement, ne répond pas aux besoins de la population. Ils sont élus par la population, non pas les partis politiques. Alors, nous travaillons déjà au niveau de la concertation, du dialogue avec les électeurs, les grands électeurs, pour que le candidat que nous présentons soit convaincant et qu'il puisse les élire. Et c'est un travail de casting qu'il faut faire, un casting bien compris et un casting avec tout le monde. Quand c'est fait avec tout le monde, nous sommes rassurés que les députés qui iront seuls dans les urnes voteront pour les nôtres. Et puis ensuite, il faut dire que le mandat n'est pas impératif, comme on dit. Enfin, en fait, ces députés, s'ils ne votent pas suivant la consigne du parti, ils ne sont pas poursuivables. Un député n'est pas une caisse de résonance. Un député n'est pas un téléviseur que l'on commande avec une télécommande. Un député, il reste libre d'opinion. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie pour laquelle tout le monde s'est battu dans ce pays. Donc ce qui fait qu'en fait, il faut qu'on arrive dans un système de conscience. Et que tout le monde soit d'accord avec ce qu'il fait, en âme et conscience, il vote. Et pour y arriver, il faut dialoguer. Pour y arriver, il faut une politique. Et la FCC, c'est bien naturellement une machine qui a compris tout ça, qu'il ne faut pas aller imposer des candidats aux députés provinciaux, qui sont de grands électeurs. Il faut des candidats convaincants. Et à ce prix-là, ça va comme sur des roulettes. On n'a pas de souci les jours d'élection. On sait que les tickets gagnants, FCC, il sera toujours ticket gagnant. Mais, honorable Hippolyte Mutombo, nous sommes presque à la fin de cette mission. Avez-vous un mot de la fin, ou bien le dernier message pour vos électeurs et les partisans de votre territoire et province en général? Ce que j'ai, c'est de remercier cette population qui m'a fait confiance, qui m'a propulsé de la base jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, qui avait d'abord voulu en son temps que je sois ministre. Parce que vous savez que nous avons été ministres des gouvernements dont les gouverneurs étaient des élus. Et les gouvernements installés par les assemblées provinciales. Donc en fait, ce ne sont pas des ministres nommés vaille que vaille.
Et donc, nous avons été là par la volonté du peuple. Et nous l'avons fait pendant une dizaine d'années. Et nous avons été élus comme députés provinciaux, à la base. Et ça renouvelle la marque de confiance de cette population en nous. Et confiance renforcée aujourd'hui par notre élection comme sénateur. Aujourd'hui, nous sommes élus des élus. Et tous ces honneurs, on ne les a pas faits pour rien. Avec une population qui s'est dit, nous avons été à un point 1, avec les apports de Hippolyte Mutombo Mbouiboué, notre élu. Nous sommes aujourd'hui à un point 2, même si nous n'allons pas tout terminer, nous n'allons pas tout résoudre comme problème, mais nous aurons au moins contribué à la construction de l'édifice, à la construction de ce développement attendu par notre peuple. Honorable Hippolyte Mutombo a éclairé l'opinion, surtout sur cette question, parce que d'autres pensaient que Félix Tshisekedi, le président de la République, a violé la Constitution en suspendant l'installation du Sénat, mais aujourd'hui, le chef de l'État a autorisé l'installation, et pour Hippolyte Mutombo, le chef de l'État n'a pas violé la Constitution. Merci et à la prochaine.